Imaginez un instant un ingénieur brillant, le genre major de sa promo. Oui, le parcours universitaire parfait, sans la moindre faille. Voilà, c'est ça. Un quotient intellectuel qui, franchement, crève le plafond. Et donc, on l'embauche pour piloter une fusion d'entreprises. Un projet à plusieurs millions d'euros. Sur le papier, c'est l'équation idéale, d'une précision mathématique absolue. Exactement. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, en l'espace d'une seule réunion de crise, cet ingénieur fait absolument tout capoter. Ah oui, le fameux naufrage professionnel. Et on devine que ce n'est pas à cause d'une erreur de calcul. Mais pas du tout. En fait, il s'est complètement braqué face à une critique. Il a été incapable de lire l'angoisse dans la posture de ses interlocuteurs. Bref, il a instauré un climat de défiance totale. C'est dramatique, mais c'est une situation qu'on voit tous les jours en entreprise finalement. Absolument. L'intelligence purement cognitive, la rationalité cartésienne qu'on vénère tant dans nos sociétés, elle se révèle soudain insuffisante. C'est carrément l'effondrement du mythe de la réussite logico-mathématique. Pendant des décennies, on a cru que le cerveau fonctionnait comme un ordinateur en fait. Ouais, que les compétences techniques suffisaient à gérer la complexité humaine. Bon, décortiquons tout cela, c'est exactement l'objet de notre exploration analytique d'aujourd'hui. Je suis ravi de plonger là-dedans avec vous, surtout avec les sources que nous avons. Oui, nous avons entre les mains un document dense et absolument fascinant. Il s'intitule L'intelligence émotionnelle, maîtriser le lexique de l'affectivité pour le DALF C1-C2. Un programme ambitieux, parce que l'objectif dépasse largement le cadre linguistique, n'est-ce pas? Tout à fait. L'idée, c'est d'équiper ceux qui nous écoutent avec un vocabulaire de haute volée et bien sûr avec des concepts psychologiques et philosophiques aiguisés. Car finalement, nommer une émotion avec précision, c'est déjà commencer à la maîtriser. Exactement. Alors, posons les bases. Comment en est-on arrivé à remettre en question la dictature du QI? Eh bien, si l'on relie cela à une perspective plus globale, il faut remonter aux années 90. Le psychologue américain Daniel Goleman a provoqué un vrai séisme académique, et managérial d'ailleurs. En vulgarisant le fameux quotient émotionnel, le QE. C'est ça. Il a synthétisé des recherches prouvant que la capacité à identifier et réguler ses émotions est un prédicteur de réussite beaucoup plus robuste que le QI. Et Goleman définit ça comme une architecture complexe basée sur 5 piliers, avec une fondation incontournable, la conscience de soi. Le premier pilier est souvent le plus mal compris. C'est vrai que, attendez, la conscience de soi dans un cadre ultra compétitif, c'est pas justement le meilleur moyen de tomber dans une introspection stérile. C'est une critique fréquente, oui. Bah oui, si je passe mes journées à scruter mes moindres variations d'humeur au bureau, je risque surtout de sombrer dans le nombrilisme et de ne plus rien produire. Ah, c'est le piège classique. Mais la source fait une distinction vitale à ce sujet. L'introspection dont on parle ici, ça n'a rien à voir avec la complaisance. C'est plus exigeant que ça. C'est un véritable exercice philosophique. Pensez au gnotissauton de Socrate, le fameux « connais-toi toi-même ». C'est une observation méthodique, presque détachée de sa propre psyché. Et c'est là que le lexique du niveau d'Alf entre en jeu. Le texte parle d'un discernement implacable. J'aime beaucoup ce mot. Le discernement, oui. C'est la capacité à tamiser l'information émotionnelle. Voilà. Par exemple, l'exemple donné dans nos sources est super parlant. Il faut pouvoir différencier une simple irritation périphérique due à la fatigue ou au bruit d'une véritable colère profonde. Exactement. Une colère qui, elle, serait liée à la transgression d'une de nos valeurs fondamentales. Et si on n'a pas ce vocabulaire précis, on traite les deux avec la même intensité destructrice. D'où l'importance de ce qu'on appelle la lucidité affective. Absolument. D'ailleurs, nous posons la question à ceux qui nous écoutent. Avez-vous déjà remarqué dans votre parcours que des personnes brillantes sur le papier échouent lors d'entretiens cruciaux? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Oui, l'espace commentaire est fait pour ça. Alors, une fois qu'on a ce diagnostic, grâce à la conscience de soi, on passe au deuxième pilier de Goleman, la maîtrise de soi. Le passage à l'acte, en somme. Si la conscience de soi est le radar, la maîtrise de soi, c'est le gouvernail. C'est une belle métaphore. Et biologiquement parlant, la clinique moderne nous montre que c'est le cortex préfrontal qui entre en action. Tout à fait. Cette zone responsable de la pensée exécutive. Voilà, elle va venir littéralement juguler les pulsions générées par l'amygdale. Et là encore, un terme magnifique pour le DALF, juguler. Il y a l'idée d'une contention ferme avant l'hémorragie. Ce qui est fascinant ici, c'est de comparer cette neurobiologie avec la philosophie antique. Les stoïciens, comme Épictète, appelaient cela la proérésis. La proérésis, c'est-à-dire
C'est la faculté de maîtriser le jugement que l'on porte sur nos propres représentations. L'émotion brute surgit, oui, mais la proaérésis permet de s'arrêter une fraction de seconde. Pour décider si on consent à cette émotion ou si on la rejette. Ça me fait penser à cette citation de Viktor Frankl, le psychiatre qui a survécu au camp de concentration. Ah oui, une citation très puissante présente dans notre document. Il disait « Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace réside notre liberté. » C'est vertigineux quand on y pense. C'est exactement ça. La maîtrise de soi ne consiste donc pas à réprimer ses émotions, à les étouffer. Ce serait du refoulement au sens psychanalytique. Voilà, le refoulement crée des symptômes. Ici, on parle de ce qu'Aristote nommait la tempérance. Il s'agit de canaliser l'énergie. Donc, le leader avec une haute intelligence émotionnelle, ce n'est pas un robot de glace. Il ressent la colère, mais il la métabolise en une force de persuasion stratégique. C'est le fondement même de la résilience, un concept très étudié aujourd'hui en psychologie moderne, notamment par Boris Cyrulnik. Absorber le choc et s'en servir pour se reconstruire. Alors justement, faisons une petite pause stratégique ici. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui trouvent cette analyse utile, nous vous invitons vraiment à vous abonner et à partager ce contenu. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail d'exploration. Absolument. Et nous aimerions aussi beaucoup savoir dans les commentaires quelles sont les difficultés que vous rencontrez personnellement lors de l'apprentissage du français, surtout à un niveau avancé. Oui, les retours de la communauté sont toujours très instructifs. Ah, et précision importante, si certaines personnes souhaitent obtenir le PDF de cette analyse pour réviser leur DALF, il suffit de le demander en commentaire et il vous sera envoyé. Un excellent support de révision. Non, reprenons. On parlait de résilience. Mais soyons cyniques une minute. Dans le monde de l'entreprise d'aujourd'hui, obsédé par la rentabilité, Oui, le monde des récompenses extrinsèques. voilà, est-ce que prôner l'abnégation et la résilience, c'est pas parfois un peu toxique? Un prétexte pour justifier l'injustifiable et mener les gens au burn-out? C'est une critique fondamentale de la résilience en milieu professionnel. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier de Goleman, la motivation interne. Pour servir de garde-fou en quelque sorte. Exactement. Si votre seule motivation, c'est la prime de fin d'année, votre résilience va très vite s'épuiser. Le lexique est crucial ici et il faut opposer la ténacité à l'obstination. L'obstination, ce serait cet entêtement aveugle poussé par l'ego. Tout à fait. Alors que la ténacité, c'est maintenir le cap parce qu'il y a ce que la source appelle une consonance motivationnelle. La consonance motivationnelle, j'adore l'expression. C'est l'alignement entre nos actions et nos valeurs profondes. Quand c'est aligné, on entre dans le fameux état de flow, théorisé par Mihaly Csikszentmihalyi. Ce moment où l'effort devient fluide, presque invisible. Et c'est cette solidité intérieure qui nous permet de passer au quatrième pilier, tourner vers les autres, l'empathie. Alors, dissipons tout de suite un malentendu très courant. L'empathie, c'est pas de la gentillesse, ni de la sympathie, ni de la pitié. Non, pas du tout. La sympathie, c'est un partage fusionnel. La pitié, c'est une distance hiérarchique, un peu condescendante. L'empathie clinique, c'est beaucoup plus analytique. C'est la capacité de cartographier le paysage émotionnel de l'autre, tout en maintenant une frontière psychique étanche. Et pour bien cartographier, il faut maîtriser la proxémie. C'est un concept fascinant de l'anthropologue Édouard Théol, mentionné dans nos sources. La proxémie, oui. La gestion de l'espace physique. Si un collègue recule d'un pas pendant une discussion, il ne dit rien, mais son langage corporel hurle qu'on a envahi sa zone intime. Percevoir ces non-dits spatiaux ou les micro-expressions, c'est indispensable pour le cinquième pilier, les aptitudes sociales et la gestion de crise. D'accord, mais appliquons ça à une négociation délicate, je me fais encore l'avocat du diable. Analyser les micro-expressions pour orienter l'autre. La frontière avec la manipulation n'est-elle pas super fine? C'est la critique majeure du leadership émotionnel. Le charisme, est-ce de la manipulation? Bah oui, ça y ressemble parfois. Et la réponse se trouve encore chez Aristote, avec sa triade de la persuasion. Le logos, le pathos et l'éthos. Le logos pour la logique, le pathos pour l'émotion, et l'éthos? L'éthos, c'est la crédibilité morale, l'intégrité de l'orateur. La manipulation, c'est un piratage psychologique. Elle court-circuite le logos et l'éthos pour ne jouer que sur le pathos, sur les peurs des gens. Donc l'intelligence émotionnelle éthique, c'est la régulation relationnelle dans le respect de l'éthos. Sans cette intégrité, la persuasion détruit la confiance à long terme. C'est exactement ça. Et c'est ce qui permet une véritable gestion des litiges en entreprise. Avis à notre audience.
Parmi ces 3 derniers piliers, motivation, empathie ou aptitude sociale, lequel vous semble le plus difficile à appliquer au bureau? Nous vous invitons à débattre dans les commentaires. Ce serait intéressant de lire leur retour. Alors tout cela nous mène à un grand débat institutionnel. C'est une excellente simulation pour l'essai argumentatif du DALF C2 d'ailleurs. Faut-il institutionnaliser ces compétences à l'école? Le débat est très complexe. Faut-il noter les émotions comme on note les mathématiques? Eh bien voyons les arguments pour. De manière très pragmatique, le monde est anxiogène. Enseigner l'intelligence émotionnelle, c'est un enjeu de santé mentale. Oui, les données montrent que ça prévient le décrochage scolaire et le harcèlement. Absolument. Des pays comme la Finlande ou la Suède intègrent déjà ces modules et les résultats sur la cohésion sociale sont probants. Mais il y a une contradiction philosophique majeure, et nos sources l'abordent avec une grande impartialité, c'est le danger des limites éthiques de l'institution. Ce que le document appelle le risque d'altruisme institutionnel. Exactement, ou de normalisation affective. Est-ce que l'État, via les professeurs, a la légitimité pour dicter comment un enfant doit ressentir sa vie intérieure? C'est terrifiant vu comme ça. Comment on évalue l'introspection sur 20? Un élève introverti, qui a besoin de silence pour réguler son énergie, risque d'être sanctionné pour manque d'aptitude sociale face à un extraverti. C'est tout le risque d'une norme imposée. La source propose donc une synthèse très pertinente. Il faut distinguer enseigner sur les émotions et former à l'intelligence émotionnelle. Enseigner sur les émotions, c'est fournir le lexique. Ça, c'est le rôle de l'école. Mais former la psyché, c'est du domaine clinique ou thérapeutique, pas de la pédagogie de masse. Sous peine de nier la singularité totale de l'élève. C'est un sujet de débat passionnant. Que ceux qui nous écoutent n'hésitent pas à s'exprimer. Pensez-vous que l'école devrait noter l'empathie d'un élève? Débattez-en dans les commentaires. Oui, la question mérite d'être posée. D'ailleurs, en parlant de fournir le lexique, cela nous amène à notre dernière partie, et sans doute la plus cruciale pour la langue française. Le rôle du langage comme outil d'introspection. Voilà. Car paradoxalement, malgré tous les défis relationnels qu'on vient de voir, le pilier le plus difficile à maîtriser, c'est pas l'empathie ou la gestion de crise. C'est la conscience de soi. Oui, les psychologues sont unanimes. Garder son calme sous l'adrénaline, c'est dur, mais ça s'entraîne comme un muscle. Alors que se regarder avec lucidité, c'est autre chose. Parce que notre cerveau dresse des barrières incroyables pour nous protéger. Le déni, la projection, le narcissisme. Ces défenses psychiques empêchent la véritable lucidité affective. Et c'est là que la richesse lexicale de la langue française se révèle. D'ailleurs, voici un petit conseil pour préparer l'oral C2. Utiliser le mot juste, c'est structurer sa pensée. C'est même une restructuration cognitive. Choisir ces mots avec précision modifie notre perception de ce que l'on ressent. Prenons un exemple classique, la différence entre mélancolie et nostalgie. Ce ne sont absolument pas de simples synonymes. Pas du tout. La nostalgie, c'est un regret tendre d'un passé précis. On est nostalgique de son enfance, d'une maison. Mais la mélancolie, c'est une tristesse existentielle, diffuse, sans objet clairement identifié. Et faire cette distinction, c'est déjà réguler l'émotion. Autre exemple fondamental en entreprise, la différence entre timidité et introversion. Ah oui, très important. La timidité, c'est la peur douloureuse du jugement des autres. L'introversion, ça n'a rien à voir avec la peur. C'est juste un besoin physiologique de s'isoler pour recharger ses batteries cognitives. Si on confond les deux, on traite un introverti comme quelqu'un de craintif, ce qui est une grave erreur de management. D'ailleurs, nous pouvons proposer 3 mini-exercices oraux à notre audience pour pratiquer cela. Premier exercice, face à un ressenti, trouvez au moins 3 synonymes nuancés. Deuxième exercice, reformuler le problème en utilisant l'antonyme de son émotion. Et troisième exercice, expliquer cette nuance à voix haute pendant 1 minute. Excellents exercices pour le DALF. Et ce qui est fascinant, cliniquement parlant, c'est que verbaliser une émotion diminue littéralement l'activation de l'amygdale. Le lexique réduit le stress. C'est une technologie de régulation intégrée au cerveau. Ce qui m'amène à une réflexion finale soulevée par nos sources et qui est assez provocatrice. Ah, je suis prêt pour la provocation. Si le lexique structure la pensée et que ces nuances sémantiques façonnent nos émotions, que se passe-t-il quand on maîtrise une langue étrangère à un niveau aussi élevé que le DALF C1 ou C2? C'est une excellente question philosophique. Est-ce qu'on ne fait pas qu'apprendre du vocabulaire? Est-ce que, de fait, cette personne ne se dote pas d'un tout nouveau filtre émotionnel? Si l'on suit notre logique, oui. En apprenant cette nouvelle grammaire affective, on modifie sa perception.
Apprendre une nouvelle langue à ce niveau de complexité, c'est littéralement apprendre à ressentir différemment. C'est incroyable, une nouvelle langue pour une nouvelle architecture émotionnelle. Ça donne une toute autre dimension à l'apprentissage du français. C'est clair. Pour boucler la boucle avec notre ingénieur du début, la réussite n'est pas qu'une froide équation cartésienne. Intégrer ce vocabulaire de l'affectivité, c'est comprendre l'équation globale. Le quotient émotionnel n'est pas l'ennemi de l'intellect, c'en est le système d'exploitation. Une très belle conclusion. Merci pour ces éclairages, c'était vraiment passionnant. Avant de nous quitter, un dernier appel à notre communauté. Si cette exploration a été enrichissante, pensez à vous abonner et à la partager. Et utilisez les commentaires pour continuer le débat sur ces questions vertigineuses. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt dans d'autres explorations. À très bientôt dans d'autres explorations.